Le 6 août 1945 8-15. Quartier général impérial Tokyo. Une unique transmission décodée en provenance d'Hiroshima allait faire voler en éclats 3 années d'illusions soigneusement entretenues sur la nature de la guerre industrielle. Ce que le haut commandement japonais lut dans ce message allait le forcer à affronter une vérité qu'il avait niée pendant toute la durée du conflit. L'Amérique ne s'était pas battue à pleine capacité. Elle s'était retenue. La salle de guerre située dans les sous-sols du palais impérial à 30 mètres de profondeur était isolée par des murs en béton armés d'1,20 m d'épaisseur. Au matin du 6 août 1945, l'30 vibrait au rythme familier d'une guerre perdue. Le briefing matinal du maréchal Shinroku Hata était devenu un rituel de déclin maîtrisé. À 8:15 précise, le lieutenant-colonel Takeshi Yamamoto, officier des communications, fit irruption par la porte d'acier sans le salut réglementaire. Entre ses mains, il tenait une transmission décodée qui allait fondamentalement altérer la perception que les dirigeants militaires japonais avaient de la guerre qu'ils menaient. Le message était fragmentaire, émis par le commandement militaire régional d'Hiroshima, avant que toutes les communications ne cessent. Ville entière détruite par bombe unique. Rayon d'explosion dépasse tous bombardements antérieurs. Type d'armes inconnues. Perte catastrophique. Demandons assistance immédiate. La transmission s'interrompait au milieu d'une phrase. Le général Yoshijiro Umezu, chef de l'état-major général impérial, lut le message 3 fois. Sa première hypothèse fut que les B-29 américains avaient mené le plus grand raid conventionnel de la guerre, peut être 500 appareils larguant simultanément des bombes incendiaires. L'arithmétique semblait impossible autrement. Hiroshima était une ville de 350 000 habitants répartis sur 70 km². Mais d'autres rapports arrivant tout au long de la matinée racontèrent une autre histoire. La reconnaissance météorologique n'avait signalé que 3 B-29 au-dessus d'Hiroshima ce matin-là. 3 appareils, pas 300, 3. L'amiral Somu Toyoda, chef de l'état-major général de la marine, se tenait devant l'immense carte murale qui suivait chaque ressource militaire américaine connue dans le Pacifique. Son service de renseignement était devenu exceptionnellement doué pour prédire les opérations américaines. Il connaissait les formations de bombardiers, les charges d'artillerie typiques et les schémas de dégâts attendus. Rien en 3 ans de guerre aérienne ne suggérait que 3 avions pouvaient anéantir une ville entière. À Dig Zero, les vols de reconnaissance tentant d'atteindre Hiroshima rapportèrent un phénomène sans précédent. Les pilotes décrivirent un nuage en forme de champignon s'élevant à plus de 12 000 mètres visible à 240 km de distance. Le nuage brillait de couleurs qu'ils n'avaient jamais vues, des violets et des oranges qui semblaient pulser d'une lumière interne. Le ministre des Affaires étrangères, Shigenori Togo, reçut le premier témoignage oculaire à 11h30 d'un responsable des chemins de fer qui se trouvait à 25 km d'Hiroshima. Le témoignage de l'homme enregistré par le secrétaire de Togo décrivait un éclair plus brillant que 1000 soleils, suivi d'une onde de choc qui fit dérailler des trains. Il rapporta que le centre-ville entier avait tout simplement disparu, remplacé par une tempête de feu visible depuis les montagnes. La réunion de l'après-midi du Conseil suprême de guerre se réunit à 14h00 dans un silence complet. Le Premier ministre Kantaro Suzuki, qui avait survécu à de multiples tentatives d'assassinat pour avoir seulement suggéré des négociations de paix, lut les rapports accumulés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait les documents sur la table. « Messieurs, commença Suzuki, nous devons considérer ce que cela signifie. » Le général Korechika Hanami, ministre de la guerre et plus ardent défenseur de la poursuite du combat, prit la parole en premier. Propagande américaine. Ils veulent nous faire croire qu'ils possèdent des armes qu'ils n'ont pas. Hiroshima a été détruite par un bombardement conventionnel et ils utilisent la tromperie de 3 avions pour 3 avions Hanami 100. L'interrompit l'amiral Toyoda, un geste qu'il n'aurait jamais osé en temps normal. Nos radars les ont suivis. Nos observateurs les ont vus. 3. Un silence lourd comme des cendres volcaniques s'abattit sur la pièce, tandis que les implications s'installaient. Pendant 3 ans, la doctrine militaire japonaise avait reposé sur une seule prémisse: la puissance industrielle américaine pouvait être surmontée par la force spirituelle et l'innovation tactique japonaise. Les Américains pouvaient produire plus de navires, plus d'avions, plus de chars, mais les forces japonaises se battraient avec une telle férocité que les pertes américaines deviendraient politiquement insupportables. Ce calcul avait guidé chaque décision depuis Pearl Harbor.
Quand l'industrie américaine produisit 300 000 avions, les dirigeants japonais se dirent que les pilotes japonais, bien que surpassés en nombre, se battraient avec une spiritualité décuplée. Quand les chantiers navals américains lancèrent des cargos si rapidement qu'ils dépassaient le rythme des naufrages causés par les sous-marins allemands, le Japon se consola en pensant que les marins américains manquaient l'âme du guerrier. Mais une seule bombe capable de détruire une ville suggérait quelque chose de bien plus troublant. Cela suggérait que la capacité industrielle et scientifique américaine avait atteint des niveaux qui rendaient la résistance japonaise non seulement difficile, mais dénuée de sens. Cela suggérait que l'Amérique avait développé des armes en secret, tout en menant simultanément une guerre sur 2 océans. Cela suggérait que tout ce que le commandement militaire japonais croyait sur la nature de la guerre moderne était obsolète. À 16h00, le colonel Ikosaburo Hata, officier du renseignement, présenta l'analyse de l'après-midi. Son équipe calculait la capacité industrielle américaine depuis 1941 et leurs chiffres avaient été constamment terrifiantement précis. L'Amérique avait produit 410 chars pendant la guerre. Le Japon en avait produit 6450. L'Amérique avait construit 41 porte-avions, le Japon en avait construit 15. Mais le nouveau calcul de Hata suggérait quelque chose qui brisait fondamentalement leur compréhension. Si, dit-il la voix à peine plus haute qu'un murmure, les Américains peuvent détruire des villes entières avec des bombes uniques, alors ils possèdent des capacités scientifiques qui rendent les comparaisons numériques insignifiantes. Ils ne combattent pas dans la même guerre que nous. Le ministre des Affaires étrangères Togo ajouta ce que tout le monde pensait mais que personne ne voulait dire, et s'ils ont une telle bombe, nous devons supposer qu'ils en ont d'autres. La compréhension japonaise de la puissance américaine avait été façonnée par une série de croyances soigneusement construites bien avant Pearl Harbor. Ces croyances documentées dans d'innombrables réunions d'état-major et évaluations stratégiques allaient toutes s'effondrer en quelques jours. Mais pour comprendre ce que le haut commandement réalisa enfin, il faut d'abord comprendre ce dont il s'était convaincu. En novembre 1940, un litre-amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée, avait fourni l'évaluation la plus précise de la capacité industrielle américaine qu'aucun dirigeant japonais n'offrirait durant toute la guerre. Son avertissement consigné dans les procès-verbaux de l'état-major de la marine était explicite « Je peux me déchaîner pendant 6 mois ou 1 an, mais je n'ai absolument aucune confiance pour la 2e ou la 3e année. » Yamamoto avait vécu en Amérique. Il avait étudié à Harvard et servi comme attaché naval à Washington. Il avait visité des usines américaines et observé de ses propres yeux l'infrastructure industrielle. Ses calculs n'étaient pas basés sur l'espoir ou la ferveur nationaliste, mais sur des mathématiques froides. La production d'acier américaine à elle seule dépassait la production industrielle totale du Japon. Les réserves de pétrole américaines étaient effectivement illimitées, comparées à la dépendance précaire du Japon vis-à-vis des importations. Mais les avertissements de Yamamoto furent systématiquement ignorés par ce même état-major, qui se trouvait maintenant dans le bunker souterrain à contempler la destruction d'Hiroshima. Les documents de planification stratégique de l'armée de 1940 et un retrouvé dans les archives après la guerre révélèrent le récit alternatif que le commandement militaire avait embrassé. La puissance industrielle américaine serait neutralisée par 3 facteurs. Premièrement, la distance. Les conquêtes japonaises sécuriseraient un périmètre défensif si vaste que la logistique américaine s'effondrerait sous son propre poids. Chaque navire, chaque avion, chaque balle devrait parcourir 8000 km d'océan hostile avant d'atteindre le combat. Le Japon pourrait soutenir ses forces depuis les territoires conquis voisins, tandis que l'Amérique s'épuiserait dans des chaînes d'approvisionnement futiles. C'était une sorte de ligne Maginot du Pacifique, une barrière que l'on croyait infranchissable, mais qui ignorait la possibilité d'être contournée par un saut technologique. Deuxièmement, le moral. La société américaine était jugée molle individualiste et incapable de supporter de lourdes pertes. La doctrine militaire japonaise supposait qu'après avoir perdu 30 000 à 40 000 hommes, l'opinion publique américaine exigerait des négociations de paix. La volonté du soldat japonais de mourir l'emporterait sur la volonté de l'Amérique de se battre. Troisièmement, la supériorité tactique. Les forces japonaises, grâce à un entraînement supérieur, un esprit guerrier et une innovation tactique, infligeraient des ratios de pertes qui rendraient les avantages numériques américains non pertinents. Un soldat japonais équivaudrait à 3 ou 4 Américains en efficacité au combat. Ces hypothèses avaient été testées
et jugée erronée à chaque engagement de la guerre du Pacifique. Pourtant, le haut commandement japonais avait constamment réinterprété les défaites comme une validation de leur théorie, ne nécessitant que des ajustements mineurs plutôt qu'une révision fondamentale. À Midway en juin 1942, le Japon perdit 4 porte-avions en une seule journée. L'évaluation officielle blâma la malchance et les erreurs tactiques et non la supériorité cryptographique américaine ou la vulnérabilité fondamentale de la stratégie japonaise axée sur les porte-avions. L'hypothèse sous-jacente que les forces japonaises pouvaient surmonter les désavantages numériques resta intacte. À Guadalcanal d'août 1942 à février 1943, les forces japonaises découvrirent que les Américains pouvaient maintenir une logistique sur de vastes distances et rivaliser avec les soldats japonais dans la guerre de jungle. L'évaluation officielle blâma les commandants locaux pour un manque d'esprit combatif et non l'impossibilité de la situation stratégique. En août 1945, chaque hypothèse majeure avait été systématiquement démolie par la réalité. Pourtant, la haute direction ne l'avait jamais formellement reconnue. La défense continue du général Anami de se battre jusqu'au dernier citoyen ne représentait pas de la stupidité, mais le point final logique de croyance qui n'avait jamais été correctement remise en question. L'après-midi du 6 août marqua la première fois de toute la guerre où le Conseil suprême de guerre du Japon affronta directement ses illusions. Le colonel du renseignement Hata présenta ce qu'il appela l'évaluation de la réalité, un document que son équipe avait compilé au cours des 6 derniers mois, mais qu'on l'avait empêché de présenter jusqu'alors. Les chiffres étaient dévastateurs. La production d'avions américaines en 1944 seulement dépassait la production totale du Japon pour toute la guerre. Les chantiers navals américains construisaient des porte-avions d'escorte plus vite que le Japon ne pouvait former des pilotes. Les usines de munitions américaines produisaient plus d'obus en une semaine que les usines japonaises en un mois. Mais les statistiques les plus accablantes de Hata concernaient la recherche scientifique. Son réseau de renseignement avait documenté des installations de recherche américaines employant plus de 130 000 scientifiques et ingénieurs travaillant sur la technologie militaire. L'effort comparable du Japon en employait environ 6 000. Les universités de recherche américaines Harvard, MIT, Berkeley, Chicago avaient des départements de physique plus grands que l'ensemble de la communauté scientifique japonaise. La bombe atomique, expliqua Hata, nécessitait des installations que nous n'aurions pas pu construire même si nous avions su comment faire. Les Américains ont construit des villes entières en secret. Oak Ridge, Tennessee, Hanford, Washington, Los Alamos, Nouveau-Mexique. Ces installations consommaient plus d'électricité que les grandes villes japonaises. Elles employaient 130 000 travailleurs. Le projet Manhattan a coûté 2 milliards de dollars, plus que ce que le Japon a dépensé pour l'ensemble de son effort de guerre en 1944. Le ministre des Affaires étrangères Togo posa la question qui allait résonner à travers les procès pour crimes de guerre et les analyses historiques ultérieures. Comment pouvions-nous ne pas savoir? La réponse de Hata était inconfortable mais précise. Nous savions, monsieur le ministre. Nos services de renseignement ont continuellement rapporté l'expansion industrielle américaine. Nous avons intercepté des communications sur des projets secrets à grande échelle. Nous avons documenté leurs efforts de recrutement scientifique. Mais chaque rapport a été rejeté comme de l'exagération ou de la propagande. Nous avons choisi de ne pas savoir car savoir aurait exigé de reconnaître que nous ne pouvions pas gagner. L'amiral Toyoda ajouta sa propre évaluation amère. Les Américains, dit-il, ont mené cette guerre avec une main attachée dans le dos. Ils ont combattu l'Allemagne et le Japon simultanément tout en développant des armes que nous ne pouvons pas comprendre. Ils ont produit plus de matériel de guerre que nous ne le pensions physiquement possible, tout en maintenant leur économie civile à des niveaux qui dépassaient la production en temps de paix. Ils ne sont pas seulement plus forts que nous. Ils opèrent sur un autre plan de civilisation. Cet aveu que l'Amérique représentait non seulement une plus grande force mais une catégorie de capacités différentes marqua le changement fondamental de compréhension. Pendant 4 ans, la propagande japonaise avait dépeint les Américains comme matérialistes et faibles dépendants des machines parce qu'ils manquaient de force spirituelle. La bombe atomique révéla ce récit comme étant catastrophiquement faux. L'impact psychologique dépassait le simple calcul militaire. Le secrétaire du cabinet Isatsun Sakomizu nota dans son journal ce soir-là « Nous avons combattu un ennemi que nous n'avons jamais compris. Nous avons supposé qu'ils pensaient comme nous, que leur société fonctionnait comme la nôtre, que leurs limites correspondaient aux nôtres.
Hiroshima prouve que nous combattions en aveugle. Le 7 août 1945 commença avec une confirmation qui rendit Hiroshima encore plus incompréhensible. Les avions de reconnaissance qui pénétrèrent enfin la zone de radiation transmirent des photographies qui circulèrent au sein du haut commandement en quelques heures. Le major Shunzo Kitajima, le pilote, qui effectua la première mission de reconnaissance réussie, rapporta des conditions météorologiques qu'il n'avait jamais rencontré des courants ascendants si puissants qu'ils projetèrent son avion 600 mètres plus haut en quelques secondes des températures de l'air qui firent grimper ses instruments en flèche et une visibilité obscurcie par une fumée qui montait en colonne jusqu'à la stratosphère. Les photographies développées à 11:00 montraient quelque chose que les analystes militaires refusèrent d'abord de croire. Le centre-ville sur environ 10 km² avait été complètement rasé. Non pas détruit au sens conventionnel, où des décombres et des fondations de bâtiments subsistent, mais aplani jusqu'à la terre nue. Des structures avaient été vaporisées. L'équipe de reconnaissance estima que tout ce qui se trouvait dans un rayon d'1,5 km du centre de l'explosion avait cessé d'exister sous une forme reconnaissable. Les analystes du renseignement comparèrent ces images aux résultats des bombardements conventionnels. Le raid conventionnel le plus dévastateur de la guerre, le bombardement incendiaire de Tokyo des 9 et 10 mars 1945, avait nécessité 334 bombardiers B, 29 larguant 665 tonnes de bombes incendiaires, en 3 tueurs. La destruction d'Hiroshima dépassait la dévastation de ce raid, accompli par une seule bombe d'un seul avion en un seul instant. Le Conseil suprême de guerre se réunit de nouveau à 14:00 le 7 août avec de nouvelles informations qui modifièrent fondamentalement le paysage stratégique. Le ministre soviétique des Affaires étrangères Vyacheslav Molotov avait convoqué l'ambassadeur japonais Naotak Sato au Kremlin à 00h de Moscou. Le message était bref, l'Union soviétique se considérait en guerre avec le Japon à compter du 9 août 1945. 1. Cette annonce anéantit le dernier espoir stratégique du Japon. 1. Pendant des mois, la diplomatie japonaise avait travaillé désespérément pour négocier une médiation soviétique en vue de conditions de paix. Le fantasme était que Staline, jamais pleinement digne de confiance pour ses alliés américains et britanniques, pourrait négocier un arrangement qui préserverait une partie du territoire japonais et empêcherait l'occupation. L'entrée en guerre des soviétiques élimina complètement cette possibilité. 1. Le visage du général Hanami, selon de multiples témoins, devint blême alors que les implications se faisaient jour. Le Japon faisait maintenant face à des ennemis sur tous les fronts, sans aucune perspective de règlement négocié. Les armes atomiques américaines à l'est, les armées soviétiques au nord, les forces du Commonwealth britannique au sud, et la résistance chinoise se poursuivant dans les territoires occupés. Le 8 août apporta des renseignements fragmentaires sur les mouvements soviétiques. L'armée rouge avait lancé un assaut massif en Mandchourie avec une force écrasante. L'armée du Kwantung, autrefois la formation d'élite de la puissance militaire japonaise, était systématiquement détruite. L'opération en Mandchourie démontra une autre vérité inconfortable sur la puissance américaine. Les soviétiques étaient équipés de milliers de véhicules de camions et d'équipements de communication américains fournis par le programme Pratt Bale. La capacité industrielle américaine n'avait pas seulement soutenu ses propres forces sur 2 océans, mais avait également équipé ses alliés à une échelle qui semblait impossible selon les normes japonaises. À 11:02 le 9 août, une deuxième bombe atomique détruisit Nagasaki. La communication du commandement régional de Nagasaki fut encore plus brève que celle d'Hiroshima. Deuxième attaque atomique. Ville détruite. Perte catastrophique. Puis le silence. La session d'urgence du Conseil suprême de guerre cet après-midi-là sombra dans quelque chose de sans précédent dans le protocole militaire japonais, la reconnaissance ouverte d'un échec stratégique complet. Le chef d'état-major de l'armée, le général Umezu, ajouta sa propre évaluation, une évaluation qui aurait été considérée comme une hérésie défaitiste quelques semaines plus tôt. La bombe atomique change les calculs militaires fondamentaux. Les forces concentrées deviennent des cibles. Les villes deviennent des cibles. Notre stratégie de combat jusqu'au dernier citoyen suppose que les Américains doivent envahir pour occuper. Mais s'ils peuvent détruire les villes sans invasion, toute notre doctrine défensive devient obsolète. Ils peuvent simplement éliminer le Japon de l'existence sans jamais poser le pied sur notre sol. Les estimations du renseignement présentées ce soir-là calculaient que l'Amérique possédait probablement entre 3 et 7 bombes atomiques supplémentaires
avec une capacité de production pour en fabriquer davantage. Même si cette estimation était élevée, même si l'Amérique ne possédait qu'une seule arme de plus, l'implication stratégique restait identique. La résistance continue était un suicide. Le secrétaire du cabinet Sakomizu enregistra les commentaires privés de l'empereur lors d'une audience ce soir-là. Sa Majesté a exprimé que l'insupportable doit être supporté. Les bombes atomiques ont démontré que la résistance continue entraînera l'anéantissement complet du peuple japonais. Nous devons accepter des conditions qui préservent la nation, même si ces conditions sont douloureuses au-delà de toute mesure. 2. L'offre formelle de reddition japonaise fut transmise le 10 août par les voies diplomatiques suisses. La réponse américaine livrée le 12 août fut délibérément ambiguë. L'empereur serait soumis au commandant suprême des puissances alliées, mais son statut ultime serait déterminé par la volonté librement exprimée du peuple japonais. Cette ambiguïté créa la crise finale. Les partisans de la ligne dure menée par le général Anami interprétèrent cela comme inacceptable, plaidant pour la poursuite de la résistance non plus basée sur des perspectives de victoire, mais sur la préservation de l'honneur national par la destruction, plutôt que d'accepter l'occupation et un jugement étranger. La cérémonie de reddition officielle, à bord de l'USS Missouri, le 2 septembre 1945, mit les représentants japonais face à la manifestation physique de la puissance américaine qu'ils avaient constamment sous-estimée. Le ministre des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu, qui signa le document de reddition, nota ses impressions. Le port était rempli de navires de guerre américains à perte de vue. Des centaines de navires. Des avions remplissaient le ciel en formation qui bloquait le soleil. Cette armada ne représentait qu'une fraction de leur force militaire totale, et pourtant elle dépassait tout ce que le Japon possédait au sommet de notre force. Le général Yoshijiro Umezu, représentant l'état-major général impérial, nota que le lieu même de la cérémonie était une leçon de capacité américaine. Nous nous sommes rendus à bord d'un cuirassé construit dans les chantiers américains en moins de temps qu'il ne nous en a fallu pour planifier une seule opération navale. Le Missouri était l'un des dizaines de navires capitaux qu'ils ont construits tout en combattant sur 2 océans et en développant des armes atomiques. Nous nous sommes préparés à la guerre pendant une décennie, ils se sont préparés pendant 15 mois et nous ont anéantis. Le colonel du renseignement Hata compila son rapport final en septembre 1945 intitulé « Pourquoi nous avons perdu ». Le document aujourd'hui conservé à l'Institut national des études de défense du Japon offrait une honnêteté brutale. Nous avons perdu la guerre en décembre 1940, et lorsque nous avons attaqué un ennemi que nous ne comprenions pas. Chaque bataille par la suite n'a été que la résolution d'une mathématique inévitable. La capacité industrielle américaine dépassait la nôtre par des facteurs de 10 à 20 dans chaque catégorie. Leur établissement scientifique était plus grand que toute notre population instruite. Leur base de ressources était effectivement illimitée, tandis que la nôtre dépendait de conquêtes que nous ne pouvions pas soutenir. Nous nous sommes battus en croyant que l'esprit pouvait vaincre la matière. Nous avions tort. L'ancien Premier ministre Suzuki, dans des conversations enregistrées par des historiens de l'occupation américaine, articula ce que les dirigeants japonais avaient finalement compris. Nous pensions combattre une nation de marchands qui valorisait le profit plus que l'honneur, le confort plus que le sacrifice. Nous nous sommes trompés de manière catastrophique. Nous combattions la civilisation la plus productive de l'histoire humaine, une civilisation qui pouvait simultanément soutenir une économie de consommation de masse et une production de guerre totale. Ils n'ont pas choisi entre le beurre et les canons, ils ont produit les deux en quantité que nous trouvions incompréhensible. 3. L'évaluation finale de l'amiral Toyoda, écrite en 1946 pour les historiens de l'occupation, captura le renversement complet de la pensée militaire japonaise. Nous avons commencé la guerre en croyant que la démocratie américaine les rendait faibles. Leur diversité les rendait désunis. Leur richesse les rendait mous. Nous avons terminé la guerre en comprenant que la démocratie permettait l'innovation, que la diversité fournissait le talent, et que la richesse finançait des capacités que nous ne pouvions égaler. Chaque hypothèse que nous avions n'était pas seulement fausse, mais précisément à l'envers. Le témoignage du général Umezu aux historiens de l'occupation résuma ce que le haut commandement japonais avait finalement saisi: nous avons perdu parce que nous n'avons jamais compris notre ennemi. Nous leur avons attribué nos propres faiblesses des ressources limitées, une base industrielle étroite, une pensée inflexible, alors qu'ils possédaient le contraire.
Nous avons cru notre propre propagande, alors que nous aurions dû croire nos services de renseignement. La bombe atomique n'a pas été la cause de notre défaite. Elle a été la preuve finale que nous étions vaincus dès l'instant où nous avons commencé à combattre un ennemi que nous n'avions jamais vraiment compris. Nous avons appris trop tard que le courage ne peut vaincre la chimie, l'esprit ne peut surmonter l'acier, et la détermination ne signifie rien face à un ennemi qui possède à la fois la détermination et 10 fois votre capacité à lui donner une forme physique. L'histoire nous enseigne de terribles leçons sur le danger de l'aveuglement et de la sous-estimation. Partagez dans les commentaires quelle leçon de ce récit vous a le plus marqué